Que vous avez passé une très bonne semaine. Donc, on va regarder au niveau du marché US, qu'est-ce qui s'est passé au niveau de cette semaine. On va commencer par NQ, qui est donc le futur du Nasdaq. On va faire un petit update. Donc là, lundi, donc à travers le week-end, il y a eu effectivement l'annonce de dimanche au niveau de Biden, le président. Il y a aussi l'annonce du vaccin. Donc là, effectivement, on est allé tester les derniers plus hauts ici. On a eu un échec, on a réintégré à l'intérieur en dessous de la résistance et on est allé tester donc le prochain support et on a cassé ce support et on a encore corrigé. Donc là, effectivement, on est sur un niveau, là, en quelque sorte, un niveau aussi de support. On a clôturé quand même en dessous de la moyenne mobile 10. Et là, on est encore en dessous de la moyenne mobile 10. Cependant, c'est vrai que là, les moyennes mobiles, je ne sais pas si vraiment il faut les prendre en compte parce que, comme vous pouvez constater, ça range. Donc, c'est pas les moyennes mobiles. Généralement, c'est bien pour les tendances. Donc, vous pouvez voir quand vous avez des belles tendances, ça tend vers le haut. Donc, c'est le but aussi des moyennes mobiles. C'est un indicateur de tendance. Donc, ça vous permet, vous voyez, de voir lorsqu'on est en train d'avoir une tendance haussière ou baissière. Et là, en fait, on n'a pas de tendance. Et vous voyez, les moyennes mobiles sont toutes ensemble. C'est un peu le parti. Et en range, elles sont toutes emmêlées, entremêlées les unes avec les autres. Donc ça veut dire qu'on range. Et effectivement, on range depuis un bon petit bout de temps. Hein. Vous le savez, lorsque j'ai fait par exemple la vidéo monthly, donc pour la fin du mois d'octobre et donc l'ouverture du mois de novembre, j'avais dit qu'effectivement, à travers septembre et à travers octobre, nous avons donc 2 mois négatifs et effectivement, j'avais dit qu'il y avait des probabilités qu'on clôture donc négatifs pendant le mois de novembre, dans l'ensemble du mois de novembre. Cependant, parce que le mois de septembre et le mois de octobre était négatif, mais aussi parce qu'on était très étendu en quelque sorte des moyennes mobiles. Donc pour moi, il y avait encore besoin de corriger. Peut-être que je me trompe, hein, de toute manière, je suis pas là pour avoir tout le temps raison. Mais là, on va voir effectivement l'évolution donc du Nasdaq à travers le mois. Mais j'avais un petit peu regardé la grosse photo pour potentiellement déjà un retracement vers ici. Donc là, c'est vrai qu'on est quand même allé tester les derniers plus hauts. Donc entre-temps, on a eu quand même ce qu'on appelle le phénomène de squeeze-up. Ah oui, parce que vous voyez, donc ça c'est vraiment du squeeze-up. Alors squeeze-up, c'est rachat des positions short parce qu'il y avait un niveau de short qui était très important au niveau même des institutionnels. Beaucoup de hedging avec les futurs, des hedging avec des options, énormément de hedging en pré-élection et puis avant l'annonce officielle du président en quelque sorte. Donc beaucoup d'institutionnels se sont hedgés. Parce que là, vous pouvez voir qu'au niveau du Dark Pool Index, hein, vous voyez ici, c'est très bleu. Hein, donc là, on continue de monter. Cependant, là, on est vraiment dans une zone où on est vraiment dans le range ici. On n'a pas forcément fait de 45%, qui est un niveau quand même bien correct pour effectivement pour certifier en quelque sorte un petit peu plus d'achat. Et la dernière fois qu'on l'a eu, c'était au mois d'août et effectivement, on a eu un dernier bout de rallye ici. Et là, vous pouvez constater qu'on reste quand même pas mal bas. Donc là, on sent qu'il n'y a pas forcément de gros mouvements acheteurs non plus. Donc ça, c'est vraiment une clôture en quelque sorte de position short parce que il faut savoir que on avait énormément de personnes qui étaient short en pré-élection. Et donc, ce niveau record, même des niveaux records sur ce qu'on appelle le QQQ, je n'ai pas malheureusement le tableau là sous les yeux directement, mais sur le QQQ qui est effectivement un tracker au niveau de l'indice du Nasdaq, on avait des positions short vraiment en quelque sorte record. Et donc, les fermetures justement de ces positions-là provoquent effectivement un gros mouvement haussier. Fallait dire aussi hein, que on le sait, le VIX était déjà dans des niveaux à 40. Donc là, en fait, le risque de continuer de shorter est plus à risque que effectivement le risque reward, on va dire, qui est beaucoup moins intéressant de continuer une baisse quand le VIX est à 40. C'est plus avantageux en quelque sorte de commencer des achats partiels qu'une baisse parce que là on a déjà eu un mouvement drastique à la baisse. Donc généralement, le squeeze-up devrait pas tarder, au moins un premier squeeze-up. Là, on a vraiment eu un gros squeeze-up. Et vous pouvez voir qu'une fois que les élections sont passées, la volatilité a complètement chuté, mais alors vraiment drastiquement, en quelque sorte, pour rejoindre encore son niveau, en quelque sorte, support. Et ça, c'est normal. On peut le voir même à travers les futurs. Vous pouvez voir que les futurs, donc pour le mois donc de
de novembre et quand même, vous voyez, il était, je crois, à peu près de 30, 32 à travers octobre. Là, on est descendu à 24, pardon. Vous voyez ici 24, donc c'est quand même beaucoup moins au niveau des futurs. Donc là, vous pouvez voir que la courbe s'est complètement inversée aussi pour les 3 prochains mois. Et donc voilà, donc ça effectivement, ça explique le squeezing en quelque sorte, le rachat des positions short sur le marché. Donc voilà. Donc ça, j'avais mis un tableau sur le VIX et les probabilités. Je ne sais pas si vous vous en rappelez. On va regarder ça. Je vais juste vous montrer ça assez rapidement. Si je pouvais le retrouver très rapidement, ce serait bien. Le voilà. Vous voyez, probabilité quand le VIX atteint 40, probabilité de rendement sur un an est de 32%, entre 30 et 40, 19%, entre 20 et 35%, et en dessous de 20, 13%. Donc voilà, ça c'est une chose qui peut vous donner en quelque sorte des probabilités. Donc là, on était dans les 40, donc bon, ben, c'est sûr que les probabilités sont plus élevées lorsque effectivement le VIX est plus élevé, comme vous pouvez constater. Donc ça, c'est vraiment un outil assez intéressant. Vous pouvez le prendre en compte, le photographier, faire ce que vous voulez, mais ça reste quand même un outil assez intéressant. Alors, vous imaginez bien, quand il est au-delà de 40, 32%, vous imaginez bien quand on est passé à 83, qui est vraiment le double de 40, en quelque sorte, vous imaginez bien qu'on a fait presque du 80% à partir du bas. Je sais plus exactement, je vais pas vous dire de bêtises, je veux pas non plus dire trop de bêtises. Si par exemple on prend une mesure ici, on mesure, ping, on est remonté à peu près à 66%. Donc c'est quand même bien. Et on n'a pas encore terminé l'année. L'année, c'est effectivement, ça va être en mars, la totalité. Donc c'est quand même assez intéressant. Donc voilà, donc ça, au niveau donc du S&P 500, on va regarder vite fait le E-minis. Ici, vous voyez que au niveau du weekly, on a une ligne ici de tendance. On a réintégré cette ligne de tendance là à l'intérieur. Donc là, vous voyez, on est toujours dans le gros range. On a réintégré effectivement. Donc là, est-ce que c'est un bull trap ça, ou est-ce que pour l'instant c'est juste on reteste en quelque sorte ce niveau ici? Alors j'attendrai vraiment une clôture au-dessus de ce niveau vraiment en quelque sorte de résistance pour une continuité haussière, parce que là pour l'instant pour moi c'est du ranging. Et d'ailleurs, comme je l'expliquais, là, on peut voir sur le Feed and Green Index, par exemple, en janvier, on avait fait un plus haut avec effectivement un plus haut sur le grid. On avait fait en janvier le plus haut ici. Et en février, on avait fait un nouveau plus haut, mais avec beaucoup moins de grid. Donc, comme j'expliquais, vous voyez bien que le phénomène est beaucoup plus relié au squeeze-up que vraiment un phénomène d'enthousiasme, en quelque sorte, de gens qui rentrent de nouveau à l'achat. Donc là, c'est un peu pareil. Vous voyez ici, on a fait un plus haut ici et on a refait un nouveau plus haut juste cette semaine et on a fait beaucoup moins de grid, donc beaucoup moins de personnes qui sont là à acheter en quelque sorte. Donc là, on sent en quelque sorte l'épuisement, un petit peu comme en janvier, mars. Mais cependant, on va voir après. Comme je disais, j'aimerais ça voir ici un petit peu aussi, et on va voir si on arrive à reclôturer au-dessus ici. Donc là, tant qu'on reste à l'intérieur d'ici, c'est vrai que j'envisagerai vraiment le prochain niveau qui est vers les 3400. 50, 60 dans cette zone ici. Et ensuite, de toute manière, ça reste du range, donc niveau par niveau, à travers ces niveaux-là. Et c'est vrai que si on casse ce niveau ici, là, ça risque d'être fort intéressant, un drop assez rapide. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'on a aussi un cône de probabilité qui se trouve ici. Alors là, c'est le cône de probabilité sur le SPY qui est le tracker du S&P 500. Donc là, vous pouvez voir, en fait, le cône de probabilité est calculé sur la valeur de la volatilité implicite des options du SPY pour les 38 prochains jours. Donc là, vous pouvez voir que pour les 38 prochains jours, la variation du SPY se trouve en quelque sorte entre 381 et 322. Donc plus ou moins 8% pour les 38 prochains jours. Donc là, ça se peut qu'on reste. Donc là, on était sorti du cône lundi. Et quand on sort du cône, on le réintègre assez rapidement quand même. Donc ça aussi, c'est bien aussi quand on sort du cône pour shorter, pas pour shorter, mais pour pour shorter en quelque sorte, on vend des options pour la réintégration dans le cône. Donc là, c'est pareil, si on a une chute brutale en dehors du cône, il y a des probabilités à ce qu'on réintègre ce cône-là aussi.
Donc ça, c'est intéressant, ce genre de coin calculé sur les probabilités des options. Au niveau du Nasdaq, donc lui, c'est le QQQ, c'est ce qui traque le Nasdaq. L'évolution est entre 258 et 318, on va dire, entre plus ou moins 10,56%. Donc lui, c'est pareil. Donc la probabilité pour les 38 prochains jours, donc jusqu'à la fin de décembre, va être à l'intérieur donc de ce cône. Donc le cône est utilisé pour calculer vraiment 68% du temps, le prix reste à l'intérieur du cône. Donc quand le prix passe à l'extérieur du cône, il y a des probabilités à ce qu'il réintègre assez rapidement le cône majeur ici. Donc ça, c'est un cône de premier standard deviation, donc le prix reste 68% du temps dans ce cône-là pour les 38 prochains jours. Et si on sort, on le réintègre assez rapidement aussi. Donc voilà, donc ça c'était au niveau du cône de probabilité. Aussi, au niveau des élections, on le sait, on a eu en quelque sorte un mouvement rotation de secteur. Donc on a eu le growth versus croissance. Donc on a eu rotation des valeurs growth en quelque sorte. Donc, croissance versus value. Value, comme par exemple Warren Buffett qui est un value investor. Croissance, c'est un petit peu des valeurs vraiment, en quelque sorte, les valeurs tech ces derniers temps qui ont explosé pendant le Covid. Et les values, c'est celles qui ont en quelque sorte un peu plus eu de la peine là ces derniers temps, notamment les financières, elles n'ont pas pu avoir, vous voyez, XLF qui est le tracker des banques US aux États-Unis, vous pouvez constater que on a après l'élection de Biden, on a popé à l'extérieur, donc il a eu un transfert en quelque sorte d'argent des growth vers value investing. Donc là, vous voyez, parce que les banques n'ont pu recouvrir comme la majorité des techs. Donc là, on a pu le voir effectivement cette rotation à travers ce secteur-là, mais aussi à travers l'énergie aussi, on peut le constater. On l'a vu aussi à travers, en quelque sorte, comment ça s'appelle, les croisières, RCL par exemple, NCLH aussi, vous pouvez voir, vous voyez, ça a popé pas mal. Donc ça, c'est des valeurs qui étaient contentes de l'annonce du vaccin. Personnel, je pense. Aussi les airlines, American Airlines, Delta, tout ça, ce sont des valeurs qui étaient contentes de l'annonce du vaccin, mais voilà, après, il va falloir aussi rattraper les chiffres, les chiffres perdus pendant toute cette zone-là. Donc, ça va prendre du temps. Il va falloir faire du chiffre quand même avant de récupérer tout ça. Donc voilà, donc ça, c'est au niveau de la rotation. Donc là, vous pouvez voir d'ailleurs même pour aujourd'hui, si on regarde au niveau des secteurs, donc là je suis dans mon petit onglet secteur, on peut voir aujourd'hui qu'est-ce qui est vraiment positif, 2%, plus 2%, c'est la consommation de base. Donc dans la consommation de base, vous avez par exemple, alors ici, vous voyez, vous avez par exemple PJ, KO, vous voyez ici les valeurs de la consommation de base qui ont popé aujourd'hui. KO vraiment aussi un des top holdings de Warren Buffett qui est aussi, comme je disais plus précédent, ça c'est des valeurs qui sont quand même très défensifs en quelque sorte. Donc là, on peut voir effectivement, ça a bien popé au niveau de Coca, PG, bon, on a quand même eu un pop, mais on a réintégré à l'intérieur. Pepsi a bien réagi aussi, Walmart. Donc voilà, ça c'est le secteur aujourd'hui qui a vraiment eu plus de performance. Sinon, le secteur technologique, vous voyez XLK ici, lui, pas mal baissier. On est dans le range, comme je précisais. Tant qu'on est dans ce range-là, c'est plus délicat, effectivement, de travailler à travers cela. Donc, voilà. Donc, ça, c'est ce que je voulais montrer à travers ça. Au niveau, on va vite fait, au niveau du dollar, c'est toujours un petit peu la même chose. Comme on a eu l'annonce du vaccin, il y a eu aussi le gold qui est en quelque sorte une valeur refuge à vraiment dégonflé en quelque sorte en une seule journée. Il a pris quand même un gros dip. Cependant, on est encore sur un niveau support et là, c'est vrai que si on casse ce niveau-là, probabilité d'aller vers les 1810. Ouais, quand même dans les probabilités. Donc là, on reste quand même dans ce range ici. C'est vrai que là, on a eu une fausse cassure, l'annonce qui a été faite après, fausse cassure, fake breakout en quelque sorte. Donc voilà, au niveau du gold, c'est vrai que je surveille ce niveau support-là et voir après qu'est-ce qui va se passer dans ce niveau-là, voire même aller tester le bas du canal ici aussi. Donc le canal, ça dépend aussi qu'on trace aussi, il y a plusieurs canals. Donc là, on en a un aussi. C'est à vérifier à ce niveau-là. Les bounds, c'est pareil. Les bounds sont pris
comme les valeurs, effectivement, avec l'annonce du vaccin, ça n'a pas été forcément très positif non plus pour les bonds. Et puis les bonds sont extrêmement surévalués hein, à cause effectivement des taux 10 ans très bas. Les bonds, bon là on est sur le 20 ans, il me semble que c'est obligation sur 20 ans. Mais quand même, les obligations restent quand même assez élevées par rapport à ce qu'elles ont eu l'habitude d'être. Vous voyez ici, ça, c'était quand même pas mal élevé. Donc c'est vrai que j'en parle depuis un moment que je suis short sur les bonds et éventuellement, je vais juste préciser ici, au moins un retracement déjà vers ici serait quand même assez intéressant. Déjà parce que bon ben voilà, les bonds c'était pas mal surévalué. D'ailleurs, on va juste voir au niveau du yield. Ah, vais voir ici la zone en quelque sorte d'accumulation sur le yield, donc le taux de rendement 10 ans. Vous voyez ici qu'on a quand même cassé pas mal cette zone d'accumulation ici, donc qui confirmerait un petit peu quand même une correction au niveau des bounds, ce qui est pas plus mal comme je disais parce que les bounds sont très surévalués. Donc voilà, écoutez, c'est tout en quelque sorte pour aujourd'hui. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à mettre des commentaires en dessous de la vidéo. Et nous, on se retrouve donc au prochain update.